voici le texte. Ces occasions ont par conséquent rendu ces hommes heureux, tandis que leur excellente vertu a fait connaître cette occasion. D'où vient que leur patrie en fut anoblie et devint très heureuse. Ceux qui, par des voies vertueuses, semblables à ceux qui deviennent princes, acquièrent le principat, difficilement, mais le tiennent facilement, et les difficultés qu'ils ont dans l'acquisition du principat naissent en partie des nouveaux ordres et manières qu'ils sont forcés d'introduire pour fonder leur État et leur sécurité. Et on doit considérer qu'il n'y a chose difficile à traiter, ni plus douteuse à réussir, ni plus dangereuse à manœuvrer, que de prendre l'initiative d'introduire de nouveaux ordres, parce que celui qui les introduit a pour ennemi tous ceux qui tirent avantage des vieux ordres, et pour tièdes défenseurs tous ceux qui tireraient avantage des nouveaux ordres. Tiédeur qui naît en partie de la peur des adversaires, qui ont les lois de leur côté, en partie de l'incrédulité des hommes qui ne croient pas en vérité aux choses nouvelles, à moins d'en voir advenu une ferme expérience. D'où vient que toutes les fois que ceux qui sont ennemis ont l'occasion d'attaquer, ils le font avec l'esprit de parti, et ces autres défendent avec tiédeur, de manière qu'avec eux, on périt. Machiavel s'appuie sur deux notions fondamentales. La virtu, du latin virtus, le courage, et la fortuna. Sa notion de vertu conserve un sens assez éloigné de celui de Platon qui, dans les lois, parle du courage comme une espèce parmi les autres espèces de vertu, tout en le prenant pour modèle et paradigme. Le rapprochement des deux notions par Machiavel est dans la détermination de l'une par rapport à l'autre. La fortune ne fait pas la vertu, c'est la vertu qui fait que la fortune et tout le reste se révèlent être une bonne chose pour les hommes, dans les affaires privées comme dans celles de l'État. Aristote définit la vertu comme un état habituel qui dirige la décision consistant dans une médiété relative à nous, dont la norme et la règle morale, c'est-à-dire celle-là même que lui donnerait le sage. Serait-elle arrêtée, traduite plutôt par excellence que par le triste vocable de vertu, selon le mot de Paul Ricoeur? Hegel aurait-il raison de distinguer la morale et l'éthique, considérant que la moralité est une stricte conformité au devoir, sans égard pour le désir, s'approchant alors, si l'on tient à la reviviscence grecque des sources, du sens de vertu comme proaesis, c'est-à-dire un choix réfléchi, un désir délibéré. Toujours est-il que chez Machiavel, l'important est leur rencontre, celle-là même qui attribue à chacune un effet et un impact considérable dans l'acte de prise du pouvoir. D'où l'importance de l'exemple ou des situations où l'on voit leur croisement. La fonction de l'exemple, d'emblée Machiavel distingue les grands hommes que furent Moïse, Romulus, Cyrus, Thésée, des autres qui devinrent princes par la fortuna uniquement. Les premiers parvinrent au pouvoir par leur propre vertu. La vertu consiste à se saisir de l'occasion, et cet acte qui exige intelligence et amour de la patrie leur procure un certain bonheur. Aussi, la vertu, la vaillance, consiste à essayer de maîtriser la fortuna. C'est là une condition de l'action politique.
La fortuna sans virtu est à l'image de la nature non maîtrisée. Affrontée grâce à la lucidité, la fortuna apparaît comme l'aiguillon de la nécessité, ce qui signifie qu'elle montre la nécessité d'analyser les rapports de force en présence et d'agir ensuite. La vertu est donc un effort de clairvoyance en des circonstances particulières, un effort intellectuel à l'œuvre dans le concret de l'histoire. Le concept de nécessité indique la place des circonstances incontournables, mais jamais totalement claires, sauf pour une pensée politique avisée. Le paradigme des actions et de la conduite des autres conquérants et fondateurs de royaumes est celui de Moïse. Moïse, digne de sa relation avec Dieu, trouva les Israélites esclaves et opprimés en Égypte. Mais leur désir de sortir de l'esclavage les détermina à le suivre. Cyrus trouve les Perses mécontents de la domination des Mèdes, amollis et efféminés par les délices d'une longue paix. Devant les Athéniens dispersés, Thésée devient l'initiateur de l'unification de l'Attique sous la domination d'Athènes. Romulus devint fondateur et roi de Rome au prix du fratricide de Rémus, selon certaines versions. Pourtant, jumeaux, ils eurent le même destin. Au lieu d'être jetés dans le Tibre, ils furent recueillis dans un panier nourri par la fameuse louve. Mais c'est le conflit autour du droit de nommer la ville et donc de la gouverner qui décida du recours aux augures. En islam, il y a deux concepts pour désigner le politique, le mulk et le sultan. Le pouvoir en tant que domination et le pouvoir tendu vers une fin éthique ou collective transcendant les passions et les intérêts des individus particuliers vers un idéal commun. Machiavel semble ne pas prêter attention au pouvoir téléologique qui repose sur le bien du peuple. Pourtant, le souci personnel de Machiavel n'a pas été autre que le bien public, mais dans Le Prince, il s'agit de l'intérêt pour le pouvoir tautologique, le pouvoir du souverain sur le peuple. C'est pourquoi il s'intéresse aux grands fondateurs de royaumes. Léo-Strauss pense d'ailleurs que l'admiration des pratiques de l'Antiquité romaine en particulier n'est que la contrepartie de son refus de la philosophie politique classique, dont l'objet est la recherche des meilleures conditions de la vie bonne, alors que Machiavel se pose la question du « comment les hommes vivent-ils » Machiavel tire de ces histoires et légendes une certaine dialectique que la fortune s'origine de cette occasion qui leur fournit une matière à laquelle ils purent donner la forme qu'ils jugèrent convenable. Le sujet, aux grandes qualités de l'âme, se saisit de l'occasion qui s'offre à lui. Pourtant, en contrepoint, on peut évoquer Beaumarchais qui, dans le mariage de Figaro, dit « Vous vous êtes donné la peine de naître, rien de plus. Suffit-il alors de naître pour être prince? Cela dépend. » C'est une possibilité parmi d'autres. Machiavel évoque ceux qui tirent profit de la rencontre de la fortuna et de la virtu que détermine une situation particulière. Soit. Mais maintenant que le pouvoir est conquis, se pose la question du comment le conserver. Machiavel va indiquer quelques conditions. Si le prince est doué de quelque sagesse, il doit faire en sorte que de son gouvernement, et ce, quelles que soient les circonstances, les citoyens en aient toujours besoin pour s'assurer leur fidélité. La conquête du pouvoir s'accompagne de la mise en place de nouvelles institutions, un nouvel ordre. Si le nouveau prince les introduit, il n'aura l'adhésion tiède
que de ce qu'elles vont éventuellement servir. L'issue est donc incertaine quant au succès de la prise durable du pouvoir. En revanche, ses adversaires s'appuieront sur les anciennes institutions. D'autant plus que Machiavel exprime une certaine nostalgie de la vertu de la droiture disparue après la chute des Romains. Dans ces anciens temps, dit-il, tout est plein d'actions merveilleuses, tandis que dans les nôtres, il n'y a rien qui puisse racheter la profonde misère, l'infamie et la honte où tout est plongé. Époque désastreuse où l'on foule aux pieds la religion, les lois et la discipline, où tout est infecté de souillures et de toute espèce, et ces déportements sont d'autant plus hideux qu'ils sont le partage de ce qui règne, qui commande aux hommes et qui exige qu'on les adore. L'adhésion réservée aux yeux de Machiavel s'explique par deux raisons. La première tient au fait que les adversaires ont en leur faveur les lois existantes. La seconde tient au fait anthropologique que la croyance en l'efficacité des lois est liée à leur expérimentation. Les lois portent la marque d'une certaine ordonnance, visible pour qui possède quelque expérience, soit relative à l'art de légiférer, soit relative à certaines coutumes. D'autre part, l'ordre établi trouvera plus de partisans enthousiastes que de soutiens en situation d'attente de l'ordre promis. Il convient d'indiquer que pour Machiavel, il y a lieu de savoir si les innovateurs sont puissants par eux-mêmes ou s'ils dépendent d'autrui dans la conduite de leur entreprise. Savoir où ils sont les moyens de contraindre. Cette exigence de contrainte et de Gewalt, pouvoir et violence, ne sert quand même pas pour longtemps le gouvernement du nouveau prince, car, à vouloir trop l'exercer, on en viendra à ce qu'un Spinoza pourrait en penser. Les lois devront être instituées en tout état de façon que les hommes soient contenus moins par la crainte que par l'espoir de quelque bien particulièrement désiré, de telle sorte que le salut du peuple soit la loi suprême avec laquelle doivent s'accorder toutes les lois, disait Spinoza. C'est ainsi que, et aux fins d'éviter l'exercice exclusif de la contrainte, le prince se doit de plonger dans le temporel, c'est-à-dire s'installer dans le champ des apparences à travers l'image écran qui lui permet de se prémunir de tout risque, car il se trouve toujours sous la menace des gens, versatiles de nature à l'égard du pouvoir. Et quand le soin des apparences et donc des égards vis-à-vis de la multitude ne suffit pas, il recourra à une situation extrême, entrer dans le mal quand la conjoncture l'exige.